Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, je vais vous proposer un roman à qui je dis avant tout, je dis bonjour à l'auteur, bonjour Paul-Serge Cacon. Bonjour Madame Nakache. Alors, vous nous arrivez avec ce roman qui est publié chez Balzac, Autre Rive, qui est une nouvelle collection Domaine méditerranéen, dirigée par Alain Mamoumani. Et je dois dire que ce livre, qui est très, très agréable à lire pour plusieurs raisons. Avant tout, il n'y a pas de pathos dans ce livre. On a l'impression, c'est vraiment une poésie. J'ai presque envie de vous donner le pinceau, de vous installer devant plusieurs toiles et de vous demander de nous offrir une fresque, car c'est une fresque décrite dans ce roman. Alors, je ne suis pas Chagall. Hein. Pardon, mais honnêtement… Je n'ai pas le talent de Chagall pour faire des fresques à ce point narratives. Ouais. En tout cas, déjà, le titre est évocateur parce qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet avec cette couleur rouge. Et rouge, tout est lié à la peinture. Mais je vais vous laisser avant tout présenter vous-même votre livre parce qu'on n'aura pas forcément le même regard de présentation. Je dois vous dire qu'en me promenant le long des quais, je me suis arrêté chez un bouquiniste et j'ai feuilleté comme ça un livre qui avait pour titre « Les peintres juifs de Montparnasse », quelque chose comme ça. Et alors, je l'ai lu. Et alors, ce livre, ce livre révèle que entre 1905 et 1939, il y avait beaucoup de peintres juifs à Montparnasse parce qu'ils venaient de Russie, d'Europe centrale, et qu'ils fuyaient l'antisémitisme dans leur pays, et qu'ils étaient très contents d'être en France, et qu'ils avaient plein de talents, qu'ils avaient amené de leur ghetto obscur, et vêtus de noir, ils avaient amené des couleurs et une autre lumière sur la peinture française et la peinture du monde, et que nombre d'entre eux ont connu pas mal de succès, Chagall, Soutine, Lipchitz, Maurice Kissling et d'autres. Près de la moitié d'entre eux a été déportés vers les camps de concentration, quand Pétain a tendu la main à Hitler. Alors évidemment, vous savez, comme je l'ai dit quelque part, je ne sais pas si je le dis dans mon livre, mais je le pense très sérieusement, que quand on est juif, on est de toute façon à un degré ou à un autre, on est une victime collatérale de la Shoah. Parce qu'elle est dans mon ADN. Comment je peux accepter tant de visages d'enfants, de femmes formidables, d'hommes formidables, assassinés pour rien, uniquement parce qu'ils étaient juifs? Qu'est-ce que je peux faire en tant qu'écrivain? Ressentir et ne pas m'exprimer. Je ne peux pas, il faut que je m'exprime. Alors je m'exprime, j'invente. J'invente la vie d'une femme belle, intelligente, pleine de talent, une jeune femme qui vient de Russie, d'un jeune homme qui vient de Minsk, et lui aussi est tonitruant, plein de talent, plein de culture, plein d'humour. J'imagine leur vie de bohème et je me dis, bon, je vais raconter leur vie. Mais comment je vais la raconter? Je vais l'inventer. Alors là, vous y êtes bien arrivé parce qu'on va camper vos personnages. Alors, les personnages principaux sont bien sûr Sonia et Misha, justement de notre Jacques. Ça, ce sont les parents biologiques, mais il y a aussi les parents adoptifs qui ont sauvé Jacques. Je veux parler d'Hélène, de Robert, du philosophe Socrate. Et là, c'est vous qui allez en parler. Alors, Robert et Hélène, qui sont ses parents adoptifs, en fait, vivaient dans le même atelier. Ils partageaient l'atelier de Sonia et de Misha. Ils étaient amis, traversaient les mêmes joies, les mêmes galères, parce que bon, c'était une époque difficile. C'était des gens qui n'avaient pas encore touché du doigt la notoriété. Donc, ils galéraient comme ils pouvaient, mais ils étaient heureux. Et Misha et Sonia avaient un petit garçon de 5 ans. Et puis, les difficultés sont arrivées à Paris. Et Robert, qui est fils de viticulteur et qui avait sa maman, qui avait encore une propriété dans le Bordelais, un vignoble. Oui, la Palombière, c'est le village. La maison, imaginée par moi, bien entendu. Et donc, il dit à Sonia et
et à Micha, venez, on va aller dans le Bordelais en attendant que la tempête passe. Ils pensaient que cette tourmente n'allait pas durer très longtemps. Donc, Paul-Serge, on va camper un peu vos personnages, car il y a deux grandes familles. Il y a Sonia et Misha qui sont arrivés de Russie, de Minsk, qui sont les parents du petit Jacques, qui sont les parents biologiques. Et il y a les parents adoptifs qui vont sauver Jacques. Je vais parler d'Hélène, de Robert. Et puis, bien sûr, on ne peut pas ne pas parler aussi du philosophe Socrate. À vous, Paul-Serge. Voilà. Donc, ils partageaient le même atelier. Ils se sont connus comme ça. Sonia et Hélène se sont connues au cours de dessins de la Grande Chaumière à Montparnasse. Robert, lui, est un poète et un critique d'art qui vivote plus ou moins. Il a laissé sa maman dans le Bordelais, dans leur propriété viticole. Et voilà. Donc, quand la guerre commence à les harceler, ils décident tous les quatre d'aller vivre à la Palombière dans le Bordelais. Et là, dans le Bordelais, va se joindre à eux Socrate. Socrate, qui est un descendant de marins portugais, qui vit à Bordeaux, qui est professeur de philo, et ils sont là avec le petit garçon de Sonia et de Micha, un petit garçon qui s'appelle Jacques. Jacques, parce que son père a voulu lui donner le nom de son grand-père Jacob, mais il a dit non, je vais l'appeler Jacques pour la France. Mais sa femme, c'est-à-dire Sonia, la maman du petit, a trouvé que ce Jacques était un petit peu désuet. Elle a préféré Jack parce qu'elle était admiratrice de Jack London. Et donc, ils l'ont appelé Jack, et finalement, dans l'intimité, il l'appelait Jaco. De l'appeler Jack, on va rebondir après, parce qu'on verra après dans la deuxième partie du roman, la partie américaine. C'est prémonitoire de lui donner ce prénom à l'américaine, Jack. C'est ça, c'est prémonitoire tout à fait. Donc, ils sont très heureux dans le Bordelais et ça se passe très très bien, ils sont contents. Micha découvre le soleil, il découvre les vignes, il découvre la France, il découvre la terre de France dont il avait rêvé. Tout se passe très bien, sauf qu'il décide avec Sonia, ils décident tous les deux de retourner à Paris pour quelques jours, le temps de prendre quelques affaires qu'ils ont laissées dans leur grand atelier rue d'Odessa, et puis de payer le loyer parce que c'est des gens honnêtes, et voilà. Mais seulement alors, quand ils ont voulu prendre le train de retour pour retourner à la Palombière, ils ont certainement été dénoncés par quelqu'un, ils ont été arrêtés, et puis ils ont été arrêtés puis déportés. Donc, on peut le dire tout de suite qu'ils ont été dénoncés certainement par quelqu'un qui les connaissait, mais il se trouve que ce jour-là, à la gare, il y avait aussi un Français moyen, un certain Maurice, qui tenait un petit café qui s'appelait Le Petit Bistrot, à côté de leur atelier de la rue d'Odessa. Donc, il a assisté à l'arrestation, il a vu en compagnie des policiers un peintre médiocre de Montparnasse qui probablement avait présidé à la dénonciation. Voilà, ça s'arrête là. Mais Robert et Hélène se retrouvent avec le gosse à la Palombière. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'élever du mieux qu'ils pourront. Ils vont le préserver du mieux qu'ils pourront. Ils vont veiller à ce qu'il reste un juif. Et en cela, ils auront la collaboration sans faille de Socrate, qui est leur ami le plus cher, le plus intime, et qui est un professeur de philosophie, et qui commence à instiller dans la tête du petit Jacques la pensée juive, la philosophie juive, etc., jusqu'à le conduire à la bar mitzvah. Hélène et Robert décident de se sauver avec lui en Espagne. Ils traversent les Pyrénées clandestinement, ils arrivent en Espagne, ils vivent en Espagne, ils sont à Madrid où ils vont rester jusqu'à la fin de la guerre. Pendant leur séjour en Espagne, dans leur quartier, le petit Jacques joue avec des petits enfants espagnols et il joue dans une espèce de terrain vague, un terrain en construction abandonné dans lequel il y a un mur assez haut
mais abandonné aussi. Et je ne sais pas ce qui lui passe par la tête. Il défie un de ses camarades, il lui dit, est-ce que tu peux monter sur ce mur et marcher sur l'arête du mur, les yeux bandés? Et le petit garçon espagnol dit, non, je ne veux pas le faire parce que ma mère va me voir de la fenêtre, elle va me gronder. Et lui, Jack, parce que c'est comme ça, et il est, comme tous les enfants qui ont perdu leurs parents, il est toujours prêt à tous les défis. Il dit, ben moi, je vais le faire. On lui bande les yeux, il monte sur ce mur, il commence à marcher, et au milieu du mur, qu'est-ce qu'il voit? Il voit se détacher dans le ciel, encadré, le portrait de sa mère. Ce portrait, c'est Modigliani qui l'avait fait un soir, un croquis de Sonia, quand elle était attablée à la terrasse de la Rotonde à Montparnasse, et Modigliani passait par là-bas. Comme d'habitude, il regardait dans les terrasses, il fouillait des yeux jusqu'à trouver le visage qui pouvait l'intéresser. Parce que c'était une femme, il faisait son croquis. Après, il le lui offrait et s'en allait sans demander quoi que ce soit. Quand c'était un homme, il acceptait un billet, puis voilà, il continuait sa route. Voilà. Mais à l'époque, Modigliani, pour ces jeunes peintres et même pour tout Montparnasse, c'était quelqu'un d'immensément talentueux. Bon, évidemment, il avait le défaut de boire un peu trop, de marcher dans la rue en déclamant des poèmes de Dante. C'était un garçon très cultivé qui venait d'Italie, d'une famille très bien. Sa maman avait consenti à ce qu'il devienne un artiste peintre et l'avait envoyé étudier à Florence. Bref, quand il est venu à Paris et qu'il a commencé à peindre, il était jalousé par tous les peintres de Montparnasse et de Montmartre parce qu'il avait un talent extraordinaire. Et donc, Sonia a gardé ce croquis précieusement. Elle l'avait accroché dans l'atelier où elle vivait avec Micha, Hélène et Robert. Elle l'avait accroché avec des punaises. Et puis voilà. Et le petit garçon, Jacques, se souvient de ce portrait, il se souvient de ce croquis, parce que ce croquis avait cette particularité que là où il se trouvait, quel que fût l'angle dans lequel il pouvait se trouver dans la pièce, il avait l'impression que le regard de sa mère le poursuivait. Dans le livre, je dis aussi que c'est comparable au regard de la Joconde. Quand vous regardez la Joconde, même si vous vous déplacez gauche à droite, devant, derrière, vous avez toujours l'impression que son regard ne vous lâche pas. Donc, j'ai tenu à cette symbolique, à ce symbole de dire que Jacques était poursuivi par le regard de sa mère, et ce regard, il le retrouvait dans le croquis de sa mère, quand ce croquis se découpait dans le ciel, alors que lui avait les yeux bandés. Ça permet d'aller plus loin. Tiens, la bocca della verità, parce qu'en fait, le petit Jacques devient adulte, devient peintre, et nous abordons la période américaine de Jacques. La période américaine de Jacques, elle démarre avec son obsession du tikkun olam. Voilà, et je souhaiterais que vous parliez de vos discussions avec Socrate du tikkun olam. Voilà, alors Socrate lui a mis dans la tête cette idée de ce concept de tikkun olam qui consiste à réparer le monde, qui est comparable à un vase brisé, et qu'il appartient à tout un chacun de contribuer à recoller les morceaux de ce vase. En somme, chacun est invité à participer à la réparation du monde. Alors, Jacques est tellement convaincu, tellement touché par cette idée qu'il se met à peindre des grands vases brisés sur des grandes toiles dans lesquelles il introduit des personnages, des symboles, de ceci, de cela, plein de choses et de couleurs merveilleuses. Et ces toiles, il va les exposer à New York. Et à New York, elles vont avoir un succès formidable. Dans une galerie devant laquelle il y a un immeuble, et cet immeuble est assez haut, et il a un toit. Sur le toit, il y a évidemment une arête qui cerne le toit, et le lendemain de son exposition qui a eu beaucoup de succès, il propose de faire un happening, c'est-à-dire de faire un événement, ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'événementiel, et il propose de monter, il propose à son manager qui est son meilleur ami et qui s'appelle Winkler, il lui dit je vais monter sur le toit et je vais marcher sur l'arête et tu vas convoquer les journalistes, tu vas convoquer des gens et je vais marcher les yeux bandés d'un bout à l'autre au-dessus du toit. Quand il est au-dessus de ce toit, les yeux bandés,
au bout de ce toit, l'attend un collègue, un baron, comme on appelle, un complice, avec une grande toile. Alors, il est censé marcher sur l'arête de ce toit, les yeux bandés jusqu'au bout, et d'écrire « Love » sur la grande toile et de la brandir à tout New York. Donc, il est au-dessus, il est sur ce toit, il marche, et il entend dans sa tête les rumeurs de New York, les rumeurs et les vapeurs de New York, les soupirs juifs, les secrets chinois, les jurons irlandais, tout ça se mélange dans sa tête. Et à un moment, il voit le portrait de sa mère, le croquis de sa mère, se détacher dans la nuit de New York, au milieu des étoiles. Elle est plus présente que jamais. Son regard le traverse. Et quand il arrive au bout, au lieu de signer Love, il est pris d'une espèce de frénésie picturale et il dessine le portrait de sa mère sur cette grande toile et son copain le prend et le brandit et voilà le portrait de Sonia qui est brandi à tout New York, au monde entier, comme une sorte de revanche, comme une sorte de résurrection, comme une sorte de ne pas accepter la mort, comme une sorte de déclaration d'amour universel. Et alors là, justement, on va rentrer dans la deuxième partie où il va avoir sa revanche, puisque Jacques découvre l'amour avec la belle Tolédane, Annie Toledano, à New York, et on va assister à la mise en œuvre pour récupérer le portrait de Sonia. Assister à l'exposition. Comment? Et on va assister à la récupération du portrait de Sonia. On va assister à la récupération. Il va y avoir un montage bien plus tard, pour récupérer ce portrait. Bien plus tard. Bien sûr. Bien plus tard. Pour l'instant, à New York, parmi les invités à l'exposition, il y avait la déléguée culturelle de l'ambassade de France. Une femme très très belle, infiniment belle. Et après l'exposition et après le happening, le manager de Jack l'invite parmi d'autres invités dans un restaurant. Elle est assise à côté de Jack. Et Jack est très impressionné par cette femme parce qu'elle est infiniment belle. Il a l'impression qu'elle contient le lait, le miel, le nectar et le miel d'Israël. Il ne sait pas pourquoi, mais il la trouve infiniment belle. Bref, j'ai l'impression qu'elle aussi a eu, elle le regardait différemment. Toujours est-il que pour abréger, disons qu'il y a eu un coup de foudre entre les deux, ils ne vont plus se quitter. Ils ne vont plus se quitter, ils vont tomber amoureux, bien entendu, l'un de l'autre, et ils vont passer quelques jours à New York à traîner entre Central Park et des brasseries, dont la brasserie où allait souvent Singer, Bashevis Singer, et ils deviennent amoureux et ils décident que ce sera la femme de sa vie. Et en revenant à la Palombière, il annonce à Hélène et à Robert que cette femme, il l'aime et que bon, il l'a invité à venir à la Palombière. Quand elle arrive à la Palombière, il a envie de les emmener tous, y compris cette femme qui s'appelle Annie et qui s'appelle Annie Toledano, de les emmener à Tolède. Pourquoi à Tolède? Parce que quand il était à Madrid, pour traverser les Pyrénées, il a traversé les Pyrénées en compagnie d'une femme qui avait une petite fille. Et cette femme était juive. Et cette petite fille et cette femme lui ont servi aussi de famille un petit peu à Madrid. Puis à un moment, ils ont préféré aller s'installer à Tolède. Donc il est resté avec une espèce de manque, et ce manque, cette absence, se trouvait à Tolède quelque part. Maintenant qu'il est adulte, c'est un peintre reconnu, qu'il a à ses bras une femme merveilleuse, il propose à Robert, à Hélène et à Socrate et à Annie de les emmener avec lui à Tolède pour visiter la ville de Tolède. Bon. Quand Annie arrive à Tolède, évidemment, elle est bouleversée parce que c'est de là, de Tolède, que sont partis ses aïeux qui ont été des victimes de l'Inquisition,
c'est là où des Tolédanos ont peut-être brûlé sur les bûchers de l'Inquisition, et il y a un moment d'émotion énorme qui se produit, que je ne vais pas vous raconter parce que bien sûr que non. Comme ça, vous pouvez bien sûr. Il est dans le livre, il est dans le livre. Et voilà, donc voilà pourquoi ils sont allés à Tolède. De retour de Tolède, là, évidemment, quand ils sont à Tolède, ils lui demandent sa main et ils sont en train de traverser une place à Tolède quand tout à coup, il s'arrête et il dit à Robert et à Hélène, est-ce que vous me permettez de demander la main de cette femme, Annie, ici présente devant vous, etc., etc. Donc, il leur annonce qu'il veut l'épouser et finalement, on suppose qu'il va l'épouser et qu'il va devenir son mari. Bon, après, ils vont aller revenir de la Palombière, ils vont retourner à l'atelier dans lequel il vit à Paris, rue des Quatre Vents. Alors, à Paris, il y a une rue effectivement qui s'appelle la rue des Quatre Vents, qui est dans le 6e arrondissement. Et pourquoi je l'ai choisi? Je l'ai choisi parce que je passais souvent par là-bas et que lui qui a étudié les beaux-arts, pas loin de la rue des Quatre Vents, j'ai pensé que les Quatre Vents, c'est un juif, il vit toujours aux Quatre Vents. Un juif ne peut pas ne pas vivre aux Quatre Vents parce que voilà, les Quatre Vents, c'est une espèce de rencontre permanente des malheurs du monde, des bonheurs du monde, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, de tout ça. Enfin, bon, on comprend très bien ce que je veux dire dans ce symbole, et ce que je n'ai pas assez dit, le lecteur le devinera très bien. Tout à fait, d'autant que je vais vous dire, Paul Serre, on vous imagine très bien promenant votre chien Phil en clin d'œil à Socrate. Absolument, exactement. Hein? Et alors, ils vont vivre là-bas, à rue des Quatre Vents. Et puis, de retour à la Palombière un week-end, pendant qu'il est aux Quatre Vents, Annie, la belle Tolédane, lui dit, mais pourquoi tu ne veux pas qu'on se mette à chercher le portrait de ta maman? Il dit, non, je ne veux pas, c'est quelque chose de sacré, vous savez, comme tous les rescapés, comme tous les gens qui ont perdu des êtres chers, ils préfèrent emmurer la chose dans le silence parce que c'est trop douloureux, puis de toute façon le monde ne comprendra jamais assez pourquoi ça s'est passé. Qu'est-ce qu'il va dire aux gens? Il a dit, je ne vais pas aller dans les bureaux pour dire, comme une vieille qui a perdu son petit chat, et leur dire, je cherche le portrait de ma mère. Bon. Et lui dit, mais non, on va le chercher quand même. Bon. Il s'avère que c'est que Annie lui dit, écoute, de toute façon, tu ne vas pas garder ça comme ça dans ton cœur, on va essayer de retrouver le portrait. Donc ils se mettent à la recherche du portrait, je ne veux pas donner les détails, mais bon, grâce à Socrate, qui est un ancien résistant, qui a résisté en même temps que des compagnons communistes dans le maquis, Socrate va demander au fils d'un de ses amis qui était dans le ministère de l'Intérieur en France de lui donner des informations sur un certain de Chartrain, ce de Chartrain que tout le monde soupçonne d'avoir dénoncé Sonia et Micha à la gare Montparnasse le jour de leur arrestation. Voilà. Et alors, Socrate arrive avec des renseignements. Ce de Chartrain est un peintre raté, un ivrogne, maqué avec une Marocaine. Il vit à Agadir, où il a initié cette femme cette Marocaine à la peinture. Elle fait des petits tableaux qu'elle vend aux touristes, etc. etc. Bon. Mais Annie se souvient qu'elle avait une amie à Sciences Po qui s'appelait de Chartrain. Et il s'avère aussi que c'est la fille de ce de Chartrain. Alors, on essaye de la contacter. Winkler essaye de la contacter, mais d'abord, il prépare son coup. Il se dit, si cette fille ne veut pas répondre, on va lui demander, on va l'attaquer pour qu'elle dise que son père, où est son père, et il a certainement reçu une somme d'argent parce c'est certainement lui qui a dérobé
dérobé, non, où s'est fait offrir par les policiers et la Gestapo le croquis qui était accroché par des punaises rue d'Odessa dans l'atelier de Jack, de Misha et de Sonia. Bon, alors, encore un petit raccourci, ils finissent par se retrouver dans l'appartement de la fille de ceux de Chartrain. Elle-même est candidate à la députation. Elle se présente à la députation pour devenir députée. Elle n'a pas envie d'un scandale et il lui dit, voilà, votre père est décédé, mais nous, maintenant, nous, on a avancé de l'argent pour avoir ce croquis à New York, etc., etc. Et il lui dit, c'est un faux, parce que le véritable croquis, c'est moi qui l'ai. Mon père me l'a offert quand j'ai passé mon bac. Ah, ah oui. Elle se lève, elle va à la cuisine, elle va à son bureau et elle revient avec le portrait, le croquis de la maman de Jack et le dépose sur la table. Et elle dit, elle croit, ça y est, s'être débarrassée du problème. Donc elle dit que son papa lui a offert pour son bac, donc c'est une affaire tout à fait honnête. Et alors, elle dit, qu'est-ce que vous voulez boire? Alors, celui-là dit ceci, celui-là dit cela. Et quand elle va à la cuisine pour leur apporter à boire, Jacques prend le croquis, il le met sous son blouson, il se lève, il franchit la porte, accompagné de sa femme Annie, qui est enceinte, et tous les deux se sauvent. Et voilà, le portrait est récupéré. Voilà. Et la fin, justement, est très positive, parce que Jacques et Annie vont avoir la fin est très positive. Et c'est vraiment très, très beau. Voilà, alors, ils vont se sauver avec ce portrait, ils vont retourner à la Palombière, mais Annie est enceinte, et à la Palombière, elle va accoucher. Mais en attendant qu'elle accouche, en attendant les douleurs, la perte des os, etc., Jack est en train de parler. Jack est en train de parler avec Robert et avec Socrate, et ils attendent. Et puis et Winkler aussi, l'agent, est avec eux. Et à ce moment-là, Socrate leur parle des palmiers qui murmurent. Mais c'est quoi ces palmiers qui murmurent? Alors il leur dit que quand il y a quelque part dans le monde, il y a des palmiers côte à côte qui profitent d'une petite brise pour se rapprocher et de murmurer des secrets. Et que si on s'approche et qu'on prête l'oreille et qu'on mérite d'écouter ce que se disent dans ces murmures les palmiers, on découvre des tas de non-dits, des tas de choses qui n'ont pas été dites, etc., etc. Donc ils sont tous bouleversés par cette idée de palmier murmureur, et pendant qu'Annie est en pleine douleur pour accoucher, Jack, lui, est en train de penser que ces murmures sont en train que des palmiers murmurent et qu'il raconte l'histoire de ses parents déportés, qu'il raconte les douleurs du monde, etc., etc. Et il se dit, comment on va appeler peut-être cette petite fille qui va naître, elle s'appellera peut-être Sonia. Et à ce moment-là, c'est Hélène qui sort en courant et qui dit, c'est un garçon. Et alors, évidemment, Jack est à bout de souffle, il ne sait pas quoi dire, il regarde ce petit garçon et il pense à toute l'histoire de ses parents, et il décide de l'appeler Jaco, lui aussi, Jacob, comme l'aurait appelé son grand-père à lui-même, etc., etc. Et voilà, et à un moment, il finit par dire cette phrase terrible, il dit, comment est-ce que je pourrais exprimer ce que j'ai dans la gorge, exprimer ce sentiment que la France m'a pris
tout ce que m'a pris la France, mais aussi tout ce que la France m'a donné. Et je dois Pourquoi? dire que oui, vous avez très bien réussi parce que dans ce livre, justement, il n'y a pas d'aigreur. Il n'y a pas d'aigreur, il n'y a pas de rancune. Voilà, il dit la phrase exacte, la France ne saura jamais tout ce qu'elle m'a pris, comme jamais elle ne saura tout ce qu'elle m'a donné, tout ce que je lui dois. Alors, qu'est-ce qu'il lui doit? Il lui doit ce couple de Français, de vignobles, des justes, hein? de la terre profonde de la France, qui ont été ses parents adoptifs, qui l'ont préservé, qui l'ont sauvé, qui l'ont accompagné, qui l'ont aidé à devenir un grand peintre. Et c'est la France aussi qui a déporté ses parents. Pas mesurer le nombre de petits garçons qu'on a pris de leurs écoles pour les emmener dans les camps et pour les déporter à Auschwitz. Jamais la France ne pourra mesurer ça. Elle pourra toujours le dire, elle pourra toujours mettre des plaques devant les écoles, comme il y en a une dans ma rue, dans la rue où j'habite, et qui me met aux yeux au cœur du jour quand je vais acheter le pain. Mais la France ne saura pas non plus la valeur de ces hommes de France, des hommes et des femmes pareils à Robert et à Hélène, qui ont sauvé des gens, qui les ont préservés au prix de combien d'humanité, au prix de combien de sacrifices, au prix de combien d'amour, et voilà. En effet, je dois dire voilà, que ce roman, Paul Serge, la vie rouge coquelicot. Et pourquoi la vie rouge coquelicot? Parce que quelquefois dans le roman, et parce que Micha l'a entendu dire par son grand-père que la vie, elle est comme les coquelicots. Elle est glorieuse dans la journée, ouverte au soleil et formidable, et le soir, elle est un peu honteuse. Et effectivement, elle est un peu honteuse parce que nous sommes toujours très heureux dans la journée, et le soir, nous avons toujours des angoisses, surtout quand on est juif, et même quand on ne l'est pas. Exact. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de poésie dans ce roman. Il n'y a pas du tout d'aigreur, comme on vient de le dire. Et je voudrais quand même insister sur le fait, Paul Serge est n'en parle pas, mais il est romancier, il écrit des chansons, et en 1966, il est à l'initiative de la création du bateau ivre. Et j'aimerais bien que vous nous disiez quelques mots. Absolument. Alors, le bateau ivre. Le bateau ivre est un petit café-théâtre que j'ai créé dans les années, presque à la fin des années 60, avec un groupe d'amis, mais j'en suis le fondateur. Et ce café-théâtre avait pour vocation de défendre la chanson poétique et la poésie. Et donc, tous les soirs, il y avait un spectacle de poésie et de chansons. Voilà. Et donc, je présidais à la destinée de ce café-théâtre pendant des années, et en même temps, j'avais été, disons, modestement découvert par Mouloudji, et j'avais enregistré des disques, j'avais enregistré des choses, et le ministère de la Culture m'envoyait dans différents pays du monde pour donner des récitals et représenter cette chanson, cette poésie française. Et donc, pendant des années, j'ai fait des tournées dans le monde entier, pendant presque 15 ans. J'ai visité près de 50 pays. J'ai donné des récitals dans près de 50 pays. Et puis la mode de la chanson poétique et de la poésie s'est un petit peu estompée, comme toutes les modes. Les modes n'ont qu'un temps. Et bon, il a fallu un jour, il a fallu se résigner à ce que le bateau ivre n'existe plus en tant que café-théâtre. Bon, il continue d'exister en tant que bâtiment, bon, enfin en tant que mur, en tant que façade. Et puis voilà. Mais le bateau ivre a connu pendant des années et des années des poètes, des chanteurs, des visiteurs, des spectateurs, des gens du monde entier, des personnes extraordinaires, des personnes aujourd'hui très très célèbres. Voilà. C'était une espèce de carrefour de fraternité, de poésie et de chansons. Nous allons terminer sur ces belles paroles. Encore merci Paul Serge Cacon pour ce très beau roman.
qui est paru aux Merci. éditions Balzac, la collection Autres rives, domaine méditerranéen. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À très Quant à bientôt. moi, Merci chers beaucoup. amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, Monique. Merci, Paul Serre.